Bonjour à tous, bienvenue dans Partnership Way, donc le podcast de celles et ceux qui font des partenariats à leur métier et ceux qui veulent s'y mettre aussi intéressés. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va aborder plusieurs thèmes et pour ça, on a Jean Brieux avec nous. Alors c'est parti. Le sujet du jour, on va voir comment un éditeur de logiciel qui a un trou dans son offre, donc a trois options, donc soit le développer, soit le racheter à quelqu'un, ou soit créer des alliances. Et pour ça, on a avec nous Jean-Brieuc Rondeau, qui a une expérience de 15 ans dans les alliances, du channel chez IBM à 12 ans chez Sage, qui a construit un programme de 0 à 1 qui a embarqué les logiciels partenaires directement dans le produit. Et désormais, directeur alliance chez Cegid. Donc il rejoue du coup le même film avec les mêmes embûches. Et pour ça, il donc Cegid a racheté Shine il y a quelques mois et donc Jean Brieuc du coup va nous en parler. Et donc pour ça, au programme, 3 choses. La première, on va aborder, le build, buy, partner. Ensuite, on ira sur comment, construire une alliance, qui tient, des premières discussions à l'expansion et pour finir, comment gagner ses combats en interne et imposer l'alliance. Bref, tout ça, Jean-Brieuc va nous partager avec du vécu, de l'expérience, un peu de théorie. Alors, c'est parti. Salut Jean-Brieuc, bienvenue dans Partnership Web. Salut Hippolyte, merci pour l'invitation. Ravi Bah d'échanger écoute, avec toi. trop cool. Merci d'avoir accepté. Pas mal d'échanges entre nous pour préparer cet épisode, donc trop cool de passer 1 heure ensemble à décortiquer du coup les sujets d'alliance. Peut-être pour commencer, je serais très chaud de voilà, que tu nous en dises un peu plus là où tu en es chez Cegid. Donc raconte-nous ce que tu fais aujourd'hui, où est-ce que tu en es, et ce que vous faites. Ça marche. Cégide, je suis arrivé, donc moi je suis arrivé en pleine transformation. Transformation parce que Cégide vient de a racheté il y a quelques mois la néobanque Shine. Donc je pense que c'est pas passé inaperçu. C'est un deal de plus d'un milliard qui a été opéré voilà pour l'acquisition d'une néobanque. Et donc en fait on a un éditeur de RP qui rachète une néobanque. Et donc moi j'arrive à ce moment-là, au moment où en plus le fonds Silver Lake remet, prolonge en fait sa participation au sein de Cegid pour de nombreuses années. Ils avaient un plan à 10 ans et puis là ils rejouent encore une session assez longue, je pense, avec voilà de fortes ambitions autour de Shine. Donc moi j'arrive à un moment en fait où l'entreprise Cegid a déjà, ils ont quel âge Cegid? Ils ont peut-être une quarantaine d'années, 35 ans. Et donc en fait, j'arrive au moment où, tout se redéfinit. En fait, il faut se reconstruire, il faut se réinventer et il faut chercher des idées à l'extérieur et pour autant, il faut, maintenir la base de clients existants. Il faut, chercher, voilà, des nouvelles solutions. Donc moi, je suis en charge de la partie, alliance, donc chez, Cegid et pour que tout le monde comprenne bien, actuellement chez Cegid, voilà, c'est un groupe qui fait 5 000 personnes. Et on a opéré depuis le 1er mai un carve-out. On a retiré un certain nombre de salariés, créé une entité à part d'environ 2500 personnes qui va adresser uniquement le marché SMB, le small et medium market, incluant les experts comptables. Donc moi ça me va bien puisque je pense vraiment que l'enjeu de la croissance des éditeurs, elle se joue sur le small business au niveau européen pour la prochaine décennie. Donc voilà, cette entité est créée depuis le 1er mai. Moi, je fais partie des alliances. Si on trace l'historique au sein du groupe qui a procédé à de nombreuses acquisitions, dans la filiale qui donc maintenant fait partie du groupe EBP. Donc EBP, plutôt connu sur le logiciel de gestion, euh, C'est quoi avec l'acronyme de BP? bonne question, c'est entreprise de... Ah, tu me poses une colle. Je te C'est un pose une truc tout première colle bateau. comme ça. Entreprise de bureautique française ou quelque chose comme ça. C'est un truc assez bateau quand on le découvre. Euh, ouais, je sais plus comment te dire. Mais tu sais, c'est comme c'est comme Cégide, hein, pareil, c'est un acronyme. Mais là, tu me prends de court. Attends, je vais te le trouver. Et European Business Products. Ouais, voilà, un truc à la. C'est un truc dans ce style.
Je pensais même pas que c'était en Et anglais, si tu je vois? te demande et du coup les acronymes de Cégide, je te pose une colle aussi ou pas? Bah, l'acronyme de Cégide, non, tu me poses pas une colle parce que je l'avais cherché, donc c'est compagnie, pareil, c'est européen, donc compagnie européenne de gestion et de l'informatique. Un truc comme ça, LD, décentralisé ou. Tu vois, c'est pas des trucs. En fait, on retient tout à fait Cégide, mais il est clair qu'après, ouais, c'est devenu limite un nom propre, alors que c'est vrai que c'est un acronyme. Mais OK, très clair et donc du coup, ouais, Cégide, même peut-être pour même comprendre, thématique. maintenant ils veulent adresser du coup SMB. Pour ça, donc ils avaient toute la logique de, toute la logique de logiciels financiers adressés avec des experts comptables et ils avaient un trou en se disant: «Bah tiens en fait, aujourd'hui le ma» corrige-moi si je me trompe, mais le marché bouge beaucoup. On voit des penny lane, on voit des contos s'avancer à la fois sur offres bancaires, offres pour suivre du coup la comptabilité, avec les experts comptables et tout de suite, il y a eu un trou dans la raquette, c'est ça? Donc c'est la raison pour laquelle ils ont acheté Shine. Alors ouais, enfin, ils ont acheté Shine pour avoir la brique financière, mais avant, ils ont acheté en fait l'ancien patron de Cégide, Pascal Houillon. Il a procédé à quasiment une quarantaine d'acquisitions quand il était à la tête de Cégide. Et une des dernières acquisitions avant Shine, c'était EBP. Donc voilà, ce petit éditeur français basé à Rambouillet, mais qui a la particularité en fait de travailler beaucoup avec les revendeurs. Et donc en fait, c'est ce que voulait Cégide. Vous voulez adresser plutôt les TPE, PME et en même temps racheter un réseau de revendeurs. Parce que la partie de channel est beaucoup moins bien maîtrisée chez Cégide. Je dois le dire que voilà, par rapport à d'autres acteurs historiques verts comme Sedge. Et donc en fait, cette acquisition, elle a eu lieu il y a 2 ans déjà. Donc maintenant, voilà, la partie EBP est bien intégrée. Et en fait, avec Shine, on va rajouter maintenant du service financier, des comptes pro et toute la brique financière à nos solutions de gestion. Donc effectivement, tu citais Pellinen, bah voilà, Pellinen, c'est ce qu'ils ont fait, mais from scratch quoi. Ils ont construit la plateforme en allant, en construisant les différents features et puis la partie brique financière, ils sont allés la chercher, mais voilà, ils font aussi des alliances aussi de leur côté. Quoique sur Donc la là, le partie parti, financière, ouais, ce que j'allais dire, c'est que sur la partie financière, il me semble que Penny Lane, eux, ce qu'ils ont fait, c'est d'abord un partenariat avec Conto. Ils ont vu que, voilà, il y avait, que ça fonctionnait bien et maintenant ils sont en train de développer, eux, leur propre, core banking system. Ils sont en train de tout développer en interne. C'est plutôt le choix effectivement qu'eux ont fait, c'est, le choix du build, enfin du partenaire d'abord et du build ensuite. Mais je crois qu'on aborde un peu cette partie, par la suite. exact. C'est avec Swan qu'ils ont fait ça. Ouais, exactement. Alors peut-être pour rentrer dans le cœur du sujet et commencer à discuter du coup sur la partie, donc décider donc entre build, buy et partenaire. Mmh. Quand tu as un trou, toi qui as vu dans les alliances, quand tu as un trou dans l'offre, donc est-ce que tu développes, tu rachètes ou tu t'allies? En fait, c'est quoi la grille pour trancher? Ouais, en fait, il faut savoir que historiquement, tout dépend de chez quel éditeur on est, chez lequel on se trouve. Donc un éditeur qui est présent sur la place, voilà, depuis plusieurs décennies en informatique, c'est rare parce que voilà, les boîtes d'informatique, voilà, enfin, il faut innover souvent ou faire beaucoup d'acquisitions pour perdurer. Donc, ça suppose qu'il y ait un certain nombre de clients en base et puis beaucoup de logiciels legacy, de logiciels anciens qu'il faut faire évoluer parce que les clients sont là depuis de nombreuses années. Donc moi, c'était mon cas chez Sedge et puis maintenant chez Cegid où voilà, je découvre qu'il y a énormément de clients, ouais, énormément, des centaines de milliers de clients qui sont sur des solutions anciennes. Donc en fait, moi, j'interviens principalement sur 2 axes. Créer du revenu supplémentaire au travers de l'alliance, ça c'est ultra important, c'est ce qui va me driver dans toutes mes réflexions, dans tous mes échanges et donc soit je crée du revenu supplémentaire en en attaquant, un marché, voilà, c'est un marché de niche souvent, que je livre avec une feature, ce que je trouve chez une alliance et où, je permets à mes clients de rester chez moi, connectés avec ma solution maître qu'ils utilisent depuis de nombreuses années et je leur vends en fait une solution supplémentaire qui était une peine chez eux et qui fait qu'en fait, ils se retrouvent confortables chez moi et qu'en fait, le coût de me quitter, n'est pas vraiment, rédhibitoire par rapport à la promesse de nouveauté que peut faire un concurrent. Donc moi, j'arrive
Avec cet objectif-là, voilà, j'ai ces 2 objectifs. Je veux garder les clients de l'éditeur chez lequel je me trouve et je veux en même temps conquérir des parts de marché sur lesquelles l'éditeur ne parvient pas à s'engager rapidement. Aujourd'hui, l'industrie du logiciel, heu, on sort une features en c'est comme un bébé, hein, c'est en 9 mois, quoi. Ça va très, très vite. Ça peut même aller plus vite. Alors qu'historiquement, on avait l'habitude de dire qu'il fallait, 3-4 ans facilement, pour lancer un nouveau soft avec des tests, hem, de la enfin des beaucoup de recettage, beaucoup de tests, beaucoup de parcours utilisateurs vérifiés à la main parfois. Je vois encore aussi, au sein du groupe là, il y a des tests qui se font encore, tout n'est pas automatisé. Donc vraiment l'industrie va très, très vite et aujourd'hui voilà, on peut plus attendre de mettre à jour ou de sortir des features, en 3-4 ans. C'est impossible. Donc mon rôle, c'est d'identifier les poches de business, potentielles qui ne sont pas couvertes par le produit et sur lesquelles on observe un manque et ensuite, d'arbitrer, donc avec, tous les services en interne qui peuvent être concernés, en premier lieu la R&D et le product et de se dire: «Voilà, est-ce qu'on va développer par nous-mêmes ou est-ce qu'on, fait une alliance?» Donc quand on fait une alliance, c'est, on va chercher un éditeur indépendant, on les appelle les ISV. Les Independent ISV exactement, donc c'est celui qui te procure une features qui vient compléter, en fait, souvent, moi, ce que j'appelle un logiciel maître, une solution maître, c'est-à-dire qui est plus généraliste, qui fait beaucoup de choses, mais qui fait pas très bien, dans le détail. Donc il sait tout faire sur tout, mais pas très bien une seule chose. Donc là, tu as, voilà des parfois des irritants. Quand tu as une solution ERP qui est générale, tu as ton client qui a parfois des irritants et qui, ne sait pas, par exemple, les notes de frais sont pas très bien gérées. L'ERP sait les gérer, mais la solution elle est pas ergonomique, elle est pas hyper fiable, elle est peut-être pas mobile et peut-être pas connectée à un compte pro et cetera. Donc tu dois avancer tes frais. Il y a ça, mais il y a plein de features comme ça qu'on découvre en fait parce que, les utilisateurs, ils ont l'habitude maintenant de vouloir utiliser ce qu'ils ont dans la vie perso au niveau professionnel. Donc voilà, tout ça aussi, ça drive un peu la demande et donc on doit aller plus vite. Donc moi, je suis là-dedans et donc ce que j'observe, c'est que, bah, j'ai quitté Sage, il y a plus de 6 mois. Sage, si tu veux, la culture, c'était plutôt, donc tu as évoqué le triptyque, hein, build, buy ou partner. Historiquement, moi, je dirais un éditeur, il est né pour, éditer, donc build. Après, il va pas assez vite, donc il peut faire des acquisitions. C'est souvent ce qui se passe quand on est en phase de croissance. Tu évoquais Penny Lane, bon, bah, ils avaient fait leur première acquisition avec Billy, voilà, pour avoir des connecteurs à leur portée et donc ils rachètent et ça va plus vite. Et puis après, ils peuvent faire, plutôt des partenariats, un éditeur en règle générale, hein, des partenariats pour adresser des niches, dans le bâtiment, dans la mécanique, dans l'industrie, dans l'agro, dans la pharma. Voilà, il y a des niches à adresser et ça, tu peux les et donc ce triptyque-là, selon la philosophie, je dirais même selon, ouais, selon les fondateurs, selon l'historique de l'entreprise et bah, ces 3 thématiques, donc build, buy ou partner, bah, chacun en fait des priorités différentes. Donc moi, j'ai découvert chez Sage, qu'on était plutôt, partenaire. Donc on crée des alliances, on crée des partenariats, parce que Sage a, des solutions qui ont, une quarantaine d'années. C'est pas une critique parce que c'est une sacrée, force, fonctionnelle, une richesse des fonctionnalités assez, époustouflante. Heu, En revanche, ça peut être, voilà, un point un peu plus faible quand, il s'agit de mettre des parler, tu vois, des notes de frais, par exemple, un exemple tout bête ou, d'avoir, du pilotage, de la trésorerie en temps réel ou des choses comme ça, bah, là, il va falloir passer par des alliances pour avoir des choses un peu plus modernes, plus rapidement et en tout cas, c'est la stratégie que moi j'ai opérée, au sein de Sedge, c'est de créer des alliances pour aller plus vite sur le marché et gagner des parts de marché et réduire le churn OK. et puis après Donc ça, de ce que je je t'en comprends, prie. de ce que je ouais, pardon. Du coup, de ce que je comprends, c'est en fait, au début, c'est, tes utilisateurs, te font remonter, des besoins. Ces besoins, en fait, soit les utilisateurs, bah, j'imagine des partenaires, type, des agences intégrateurs, ESN, qui peuvent aussi remonter les informations, du marché. Là, tu arrives avec ces éléments et tu vas voir le produit en disant: «Bah, ça, il faut qu'on puisse se positionner. Qu'est-ce qu'on fait?» Donc là, ce que tu me dis, c'est que initialement, il y avait 2 lectures qui sont, soit build et dans ces cas-là, est-ce qu'on a
le cash, enfin, est-ce qu'on a le cash, le temps, l'énergie? Et donc dans ce cas-là, on peut le faire nous-mêmes. Mais s'il y en a qui sont beaucoup plus forts, sur le marché et on peut pas attendre 6, 12, 18 mois, dans ces cas-là, on va faire un partenariat. Hem, c'est ce que je comprends à peu près du coup de ce que Exactement. tu me donnes en termes de lecture. Quel est peut-être le produit le plus vite, que tu aies sorti, avec une alliance? Et ça en combien de temps? Avec une alliance, alors là, ouais, c'était un produit sur c'était un produit sur, les négos sont toujours un peu longues en fait au départ, mais en fait à partir du moment où tu dis oui, donc en fait c'est comme les SLS, ça compte à partir de quand? C'est quand est-ce qu'on a enregistré l'incident? En l'occurrence, quand est-ce qu'on a vraiment dit qu'on allait travailler ensemble? Là, j'ai dû mettre, c'est plutôt, sur les liasses fiscales. Et en fait, tu profites aussi, en fait, il y a différents moments, en fait. Et en fait, il faut bien connaître l'endroit où, tu atterris, donc l'entreprise et notamment les lignes de vie des produits, les cycles de vie des produits. Et en fait, là où l'alliance fonctionne, c'est quand tu, discutes beaucoup avec la R&D, le product et qu'en fait, il y a des end of life, donc des fins de vie de lignes de produits qui sont annoncées ou du moins qui sont prévues. Et en fait, soit la R&D a prévu un plan de secours, soit ils en ont pas prévu. Et souvent, ils n'ont pas prévu de plan de secours parce qu'ils se disent, voilà, c'est un business, on fait une croix dessus parce que c'est plus rentable, voilà, au niveau financier. Mais souvent, il y a des dommages collatéraux, c'est-à-dire que si tu enlèves une brique, bah, tu peux avoir voilà, un effet de domino. Donc, c'est quand même important de garder cette brique. Il faut trouver une manière donc de faire du partenariat. Moi, j'ai pu aller assez vite sur certaines thématiques et notamment la liasse fiscale, qui est un sujet très réglementaire en France et obligatoire, hein. Toute entreprise doit produire sa liasse fiscale. Et donc, à partir du moment où voilà, il y avait un manque sur ce produit, d'une manière ou d'une autre, bah là, j'ai pu aller vite. Donc, j'ai dû mis moins d'un an, tu vois, j'ai dû mettre 10 mois à le sortir, négocier, valider les prix, charger dans le RP, disponible pour tous les commerciaux, avec ensuite un go-to-market organisé, planifié, une dizaine de mois. Mais ça demande Et d'aller ça, du coup, en 10 mois, du coup, c'est de la négociation, grosso modo, bon, en fonction effectivement du début des conversations, mais 10 mois, du coup, de bout en bout. Alors que tu disais tout à l'heure, versus si ça avait été, build, à cette époque, tu parlais de 4 ans, c'est ça? à l'industrie, c'est ça, les grands abacs, c'est 3 4 ans, l'industrie du software. Historiquement, c'est en tout cas les retours moi que j'avais des équipes pour sortir un produit, pour le tester. Maintenant, les méthodes de dev, elles sont différentes. On sort des solutions qui sont pas tout le temps prêtes à 100%. On itère et comme elles sont sur du SaaS, tu peux en fait continuer à les développer. Alors qu'avant, on sortait des solutions on-prem, donc fallait qu'elles soient parfaites parce qu'elles étaient installées chez les clients, donc tu peux pas revenir dessus, quoi. Donc que ce soit parfait, c'est pour ça que ça mettait beaucoup plus longtemps. Et donc là, si on avait décidé à l'époque de faire une feature entière sur l'alias fiscal, bah, on avait un planning à plus de 18 mois dans tous les cas, même sur une offre SaaS, qui suppose et le plus long en fait en interne, c'est de valider la stratégie bah, produit, commercial, le ROI, etc. Et alors qu'en fait, avec un partenariat, tu peux t'affranchir de beaucoup de règles et de comités internes si encore une fois, tu as les bons sponsors et notamment ceux de la R&D qui te disent: «Vas-y go, moi je ne vais pas développer», ou alors qui te donnent une feuille de route qui est trop longue et que dans ce cas-là, la direction, générale dit: «Bah, moi je peux pas attendre 18 mois» et donc on fait le choix de faire un partenaire. C'est un peu comme ça que ça se passe. Et là, du coup, on a parlé de build, on vient de parler de partenaire, build, et en fait, il en reste un dernier qui est buy. Généralement, quand on a discuté ensemble, tu me disais, finalement, les partenariats, c'est pas, la fin en soi, puisque dans une partie des cas, s'il y a Mmh. du résultat concret, en fait, finalement, le buy arrive après le partenaire. Oui, alors en fait, les ISV, donc les alliances qu'on peut faire avec des ISV, clairement, quand ils fonctionnent, bah, peuvent devenir en fait, une espèce de nurturing pour, la cellule M&A, la cellule qui s'occupe des acquisitions. Parce qu'en fait, un ISV qui fonctionne bien, bah, donc on vend beaucoup plus, on permet de réduire le churn, on a une croissance et en fait, donc ça donne envie de le racheter tout simplement et de se dire: «Bah, je vais pouvoir l'étendre sur d'autres lignes de produits». Je couvre une ligne de produits. Chez Sage, j'en avais, 11 lignes de produits. Je pense que c'est toujours le cas. 11 lignes de produits, donc qui couvrent différents segments, différents pays et donc en fait, quand tu as une alliance sur une ligne de produits et qui marche bien, bah, évidemment, tu te poses la question de l'étendre sur d'autres lignes ou à d'autres pays
et puis après de le racheter parce que je rappelle quand même que les alliances, pour moi en tous les cas dans les contrats ISV que je mets en place, j'achète, hein, clairement et je revends de façon, encapsulée, de façon, intégrée. C'est en ça que peut-être qu'on n'a pas défini, les différents niveaux de d'alliance. Ce serait peut-être plus clair de le définir parce que, tu sais, on a aussi l'affiliation, il y a aussi la prescription, il y a pas mal de choses dans le terme alliance. Ouais, bien sûr. Mais moi, je m'attache beaucoup à tout ce qui est lié aux revenus, donc tout ce que je peux, moi, facturer. Donc ce qui va m'intéresser avant tout, c'est, le chiffre que je vais pouvoir générer et donc, bah, comment je vais le facturer? C'est mes équipes qui doivent le facturer. En tout cas, c'est les équipes de l'éditeur qui doivent le facturer. OK, très clair et ça, peut-être pour comprendre, c'est quoi le point de bascule entre, bah, vous avez fait une alliance, vous avez des intégrations, vous faites, de la recommandation, vous faites, des intros. À partir de quand ou quel moment ou quelle métrique, atteinte, vous passez en bascule: «OK, on va les acheter»? En fait, C'est quoi l'élément déclencheur? la question, elle se pose déjà au tout début. Quand on travaille avec quelqu'un, on a toujours en tête que on va travailler avec celui avec lequel on fait un contrat. C'est potentiellement une entreprise qu'on juge suffisamment euh, avancée sur son domaine, etc., pour la racheter. En fait, voilà, on essaie de prendre le meilleur et on se dit, voilà, et si jamais ça marche bien, potentiellement, on pourrait lui faire une offre. Donc, cette question, elle préexiste avant toute discussion. Évidemment qu'on se dit ça parce que, et puis c'est assez naturel parce qu'on n'a pas envie de travailler avec des solutions, voilà, qui seraient pas les leaders sur leur niche, sur leur marché. Donc potentiellement, ça intéresse les rachats. Et bah la bascule, ça se passe à partir du moment où en fait, bah tu dépasses les 20% en fait du chiffre par rapport au produit corps. Là vraiment, tu te poses une question. 20%, c'est une notion qui est, enfin c'est un point de bascule pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, tu as ton ERP ou ta solution de compta ou ta GESCOM qui se vend. Et à partir du moment où tu commences à avoir plus de 20% du revenu de ta ligne de produit qui est généré par un module additionnel avec lequel tu as fait une alliance, et ben là, évidemment, la finance se pose des questions, la direction se pose des questions, parce qu'en fait, il y a aussi des coûts de l'autre côté, parce que plus ton chiffre d'affaires monte, plus tes coûts auprès de l'ISV montent, parce que tu lui achètes des solutions que tu revends, d'accord, mais du coup, tu as une marge qui, qui tu as une marge qui prend de plus en plus de place, qui est une marge qui est plus faible que celle d'un éditeur qui fait ses propres produits. Je sais pas si tu me suis, donc tu fais tes propres produits, tu as évidemment une marge opérationnelle qui est assez forte, parce que c'est toi qui fais. Et quand tu fais une alliance, bah, ta marge, elle est beaucoup plus faible, parce que tu achètes et tu revends en résumé. Et donc ta marge, elle devient dilutive par rapport à la marge du groupe. Et donc il y a une question qui se pose de se dire, attends, là ça marche trop bien, vous faites beaucoup de chiffre d'affaires, c'est bien, mais en revanche, vous diluez la marge et ça c'est pas bon. Les investisseurs regardent aussi la marge, il n'y a pas que le chiffre d'affaires qui compte. Et donc à partir de ce moment-là, et souvent c'est quand on a voilà 20% du revenu qui est apporté par les ISV, on se dit ok, lui, il est intéressant, ça peut être un candidat. Et donc là, on peut le mettre dans un circuit d'études à l'acquisition. Donc après, c'est des process assez longs, hein, qui durent 12-18 mois où il y a des pen tests, il y a des audits. Et puis évidemment, on vérifie aussi la techno pour ne pas hériter d'une dette technologique trop forte. C'est ça aussi, il faut que la solution elle soit scalable et soit pérenne. Il y a pas mal de questions. Mais clairement, un ISV qui fonctionne bien, c'est c'est une porte, hein, d'entrée pour ensuite être racheté. Et si on commence à descendre du coup ça fait le lien, donc sur la partie donc comment construire, du coup une alliance. Là, c'est intéressant ce que tu dis dès le départ, OK, on va cibler cette feature parce qu'on a un besoin. Donc quels sont du coup les acteurs qui sont soit des acteurs qui ont cette feature, soit ce sont des acteurs du coup qui sont, très ciblés, donc ce que tu m'avais dit sur des industries, type bâtiment, et autres. OK, donc ça, c'est bien clair sur le besoin. Quand tu débutes et que tu poses du coup les discussions au départ, tu m'as dit que là, dès le départ, vous aviez en tête de potentiellement l'acheter. Est-ce que, est-ce que du coup, c'est quelque chose que tu partages dès le départ? Hem, L'ambition de racheter ou pas du tout? Parce que potentiellement, il se sentirait menacé? Non, je le partage jamais. Les choses sont assez claires, c'est-à-dire qu'un ISV avec, en fait, ils ont tous ça, enfin pas tous. En fait, ça dépend encore une fois de la maturité, de l'âge de l'entreprise et cetera. Mais il y a quand même, chez beaucoup d'ISV qui sont plus petits,
que nous. Le souhait, parfois l'envie ou le projet, mais on n'en parle pas, c'est pas le sujet, mais d'être racheté, parce que ça veut dire que c'est un peu, enfin ça couronne le succès quoi. Soit en fait, soit ils sont rachetés et donc voilà le dirigeant il fait une belle opération, ou il sécurise ses salariés, enfin en tout cas il fait grandir son projet d'entreprise. Donc je crois qu'ils ont quand même ça en tête pour l'avoir pas mal, vécu. OK, ils l'ont en tête, mais ça ils l'ont en tête, mais toi tu le Non, communiques pas, dès le début? c'est pas ce qui nous motive parce qu'on est au début quand on fait une alliance, on est vraiment sur en fait ça c'est trop loin le rachat. On est vraiment sur déjà arrivons à mettre en place, une alliance, c'est-à-dire, de vendre ensemble, de former les commerciaux, de former les revendeurs, d'embarquer l'offre en interne avec tous les services, qui peuvent être concernés, donc ils sont assez nombreux et voilà et après de distribuer l'offre, c'est assez long, c'est quand même un peu une montagne, hein, au démarrage. Donc ce truc-là, en fait, c'est un peu, c'est pas ce qui motive au début. Par contre, le dirigeant, lui, ce qui le motive, voilà, c'est de se dire: «Je vais passer au travers d'un Sage ou d'un CJ, d'un EBP, d'un acteur de taille importante», même il doit en avoir d'autres, on n'est pas les seuls à faire ça et donc il va se dire: «Bah, moi, je vais décupler, en fait, ma» ce qu'il va rechercher, lui, l'ISV, c'est d'étendre, c'est de vendre beaucoup plus vite avec un coût de vente, beaucoup plus faible. C'est-à-dire qu'au lieu de recruter beaucoup de comptes des comptes exécutifs ou des revendeurs, bah, lui, il va se dire: OK, je vais utiliser, Cegid comme canal de distribution. C'est ça qu'il y voit lui. Il va y perdre un peu de marge, parce que moi je vais en fait, prendre ma marge au passage, hein, pour, rémunérer mes commerciaux, rémunérer, voilà le temps de l'intégration, les coûts de communication, de marketing et cetera. Mais l'ISV lui, va vraiment y gagner en puissance de frappe, en résonance, sur le marché et une fois que l'offre elle est bien maîtrisée, c'était le cas sur certaines offres, chez Sage, sur la BI notamment, sur, c'est maintenant assez connu la BI, sur la note de frais, sur encore une fois l'alias fiscal, sur la GED. Voilà, c'est plein de features qui viennent s'ajouter à un ERP et l'ISV en fait, il y voit, avec ces gros acteurs, éditeurs, un canal de distribution assez incroyable. Moi, je disais souvent en interne, mais les gens aiment pas trop, mais je suis assez réaliste et sur la situation. J'ai l'impression d'être le Auchan ou le Carrefour du software. Je distribue. Ah, j'aime bien l'image. J'aime bien l'image de dire, en fait, finalement, tu en as plein et tu es un gros distributeur, en fait, de solutions, quoi. Alors on n'aime pas trop dire ça en interne parce que enfin chez personne, hein, du reste, hein, même IBM, ils achetaient énormément de solutions d'ailleurs eux. Mais on n'aime pas dire ça parce qu'évidemment on est éditeur avant tout, donc on crée. Mais voilà, la rapidité du marché nous impose à racheter ou à créer des alliances et donc là, on n'édite plus vraiment, on intègre. On fait que de l'intégration. Hem et en fait et je crois que c'est aussi ça que recherchent les clients. C'est pour ça que moi je suis pas du tout attaché à: «C'était mieux avant, on éditait nous-mêmes». Non, c'est aussi bien aujourd'hui parce que, faire de l'intégration, c'est aussi de l'édition. En fait, ce que veut le client, c'est une solution, voilà, sans couture avec, soit une application, all in one ou soit, un best of breed qui fonctionne bien. Plein d'applications qui sont connectées et donc à mon de ma vision, de ma fenêtre, c'est le client qui prime, c'est le choix du client et peu importe si moi, du coup, je ne suis plus totalement éditeur, je reste éditeur dans le sens où je suis le constructeur de toute l'architecture ERP et autour de moi viennent s'accrocher, des features qui viennent servir le client. Mais in fine, je reste quand même éditeur parce que le cœur, c'est moi qui le crée. Enfin, c'est moi, je voilà, c'est l'éditeur, hein. Que ce soit sur la paye, la compta, la GESCOM. OK, ouais, très clair. Et parce que tu avais commencé à évoquer ça serait intéressant de comprendre. Tu t'as parlé, en fait, des différentes étapes. C'est quoi la méthode, disons, en fait, est-ce que tu peux nous parler d'une roadmap, d'étapes, à partir du moment où tu as ciblé, du coup, le besoin, comment est-ce que tu vas aller, qualifier, du coup, qualifier, du coup, les features ou les entreprises, enfin, les entreprises en fonction des features. Tu vas aller les faire de l'acquisition, donc aller les voir, négocier, mettre en place, du coup, les termes et après ce qui se passe sur le donc, fin d'acquisition, mais plutôt maintenant après sur l'onboarding et le kick-off. Comment ça se passe? Tu as évoqué le fait de, faire un plan, de communication, un plan marketing, de l'intégration, former les sales. Hem, est-ce que, jusqu'à avoir des premiers résultats, est-ce que tu peux nous faire peut-être, un peu toutes les étapes et les best practices, du début des premières discussions à, au premier lead généré, grosso modo? OK. Hem,
Déjà, le premier gros travail, il est interne. Il faut trouver, enfin, je m'attache à trouver des sponsors en interne et j'identifie donc déjà, voilà, sur qui je vais pouvoir compter en interne. Soit ça va être à la finance, soit la direction générale, soit la R&D. Voilà, c'est les grands pôles qui dirigent, qui décident du moins. Et le commerce aussi, puisque le commerce remonte. Mais le commerce, c'est plutôt pour moi un thermomètre. Je sens la pression et je sens ce qui manque. Et puis après, je remonte ça au-dessus. Les premières discussions, c'est j'identifie en fait comment on peut. Je passe en revue en fait les différents services. Donc je commence plutôt par le commerce et en fait, clairement là, c'est tout est possible. C'est la liste au Père Noël. Si tu avais, qu'est-ce qui te manque dans ta solution pour que tu vendes plus ou que tu perdes moins de clients? Ou que voilà, tu recrutes plus de revendeurs ou voilà. Qu'est-ce qui te fait du mal aujourd'hui face à la concurrence et sur lequel tu es en défaut? Voilà, je me fais ma propre conviction sur le terrain et il y a aussi une source d'experts qui est super intéressante, c'est les avant-ventes. Non, il y en a même deux. Les avant-ventes sont géniaux pour vraiment savoir ce qui se passe chez le client et sans fioriture, vraiment c'est de l'info brute, nette, précise. Il n'y a pas de, par rapport aux commerciaux, il y a plus de ressenti, notamment qui, voilà, parce qu'il y a des objectifs à atteindre. Il y a de l'émotion souvent. Donc avant-vente, j'ai de l'information de qualité et consultant aussi. Je demande donc aux équipes consulting qui sont en déploiement chez les clients, qui ont des clients finaux régulièrement et qui travaillent aussi avec le support. Donc voilà, qui ont des retours. Donc ça, pour moi, c'est la première source. Et donc Et donc ça, peut-être d'identifier. pour deep dive, pardon, je me Ouais, permets, mais je t'en et prie. ça pour deep dive, comment est-ce que tu, parce que si on transpose pour ceux qui nous écoutent, dans les SaaS, donc c'est effectivement avant-vente ou des business développeurs grosso modo et les CSM ou account managers du coup Ouais, qui viennent enrichir du exactement. coup les comptes. Mais comment est-ce que toi aujourd'hui, c'est quoi la méthode du coup pour aller les chercher? Parce que eux ils pensent pas en fait finalement ça. Eux ils ont leurs Non, objectifs de closer ou faire de l'upsell. ouais. C'est quoi ta méthode? Est-ce que tu fais des weekly avec eux? Est-ce que tu leur envoies des infos? Est-ce que tu fais des fiches? Est-ce que Je, tu vas aller chercher, tu réécoutes les calls? Enfin, c'est quoi ta méthode, du coup, pour aller chercher ces informations? je vais les chercher en one-to-one. J'essaie d'en trouver un. Et puis j'essaie de lui apporter des solutions. En fait, et puis en fait, c'est assez simple dès lors où tu t'intéresses au métier de la personne. Bah, il aime bien en parler en fait. Il raconte. Et donc tu lui poses des questions, un peu comme ce que tu fais, tu me poses des questions. Mais du coup, bah, j'écoute et je prends et je lui dis et si on devait améliorer des choses, ça serait quoi en priorité pour toi? Et en fait, les gens sont toujours preneurs de solutions. Et on rencontre en fait notre vie dans l'IT, moi je pense qu'il y en a plein qui partagent, c'est que des problèmes, hein. On a que des problèmes tous les jours. Et donc en fait, quelqu'un qui vient te dire tiens gars, moi j'ai envie de trouver j'ai des solutions là. Donc je m'intéresse à ton cas et j'aimerais bien trouver des solutions. Alors, souvent on partage un objectif commun. Moi ça va être le revenu, mais lui ça va être la satisfaction de ses clients pour le support, la résolution de ses incidents, moins de prise de tête tout simplement, plus de sérénité. En tout cas, n'importe qui, j'ai jamais vu personne qui m'a dit ah j'ai pas de temps, ça m'intéresse pas ou voilà. Après c'est toujours placer des calls. Enfin voilà, moi je vois plutôt les gens en physique, je préfère largement. Je sais que voilà, on est tous pas mal en télétravail. Moi j'essaie vraiment d'être voilà, de voir les gens en physique parce que c'est comme ça qu'en fait j'ai le max d'infos qui sont en fait plutôt comme un job de voilà d'enquêteur, d'intervieweur au début. Mais moi j'ai besoin après de me fonder une conviction pour après la challenger aux équipes suivantes. Donc voilà, je fais mon enquête de terrain et après donc sales, support, bah, CSM, consultant, avant-vente, tous ceux qui sont customer facing, voilà, c'est vraiment ça pour moi la source. Et ensuite, je vais voir les équipes product qui font partie de la R&D et je leur remonte en fait les différentes thématiques que j'ai identifiées. Il y en a pas 50, hein, enfin voilà, faut choisir ses batailles, on peut pas être sur tous les fronts. Voilà, Et ça, tu je priorises en retiens amont ou tu priorises en fonction de la discussion et des retours ou que comment tu priorises en ça? fonction des discussions. En fait, je me fais un Excel et je vois que le sujet il est revenu plus souvent. Et donc en fait, je le priorise, j'en priorise deux, trois. Et puis après, voilà, au fur et à mesure des années qui passent, il y a d'autres sujets qui viennent. Mais pour commencer, faut pas aller au-delà de deux, trois briques, quoi.
Déjà que voilà, c'est pas évident à mettre en place. Et donc après, je vais challenger le product en expliquant ma démarche, en expliquant voilà. Donc là pour le coup, eux, ils sont moins dispo et moins évidents. Mais donc je leur apporte des infos sur la concurrence, sur ce que fait donc les deux trois features que j'ai identifiées. Bah, je leur apporte des infos sur ce que font les autres sur ces features et pourquoi nous on est en difficulté. Donc je fais mon analyse, voilà, je fais mon petit bench. Donc j'appelle des connaissances, je me renseigne. Il y a des médias qui sont de veille concurrentielle qui sont assez bien faits. Et donc voilà, je lis pas mal d'articles et puis voilà, je récupère pas mal d'informations sur ces sujets-là et puis j'alimente en fait l'équipe product en leur disant, bah tiens sur ces thématiques là on est un peu en retard. Tu vois, j'en sais rien moi, on n'a pas de planning par exemple sur telle application, sur tel secteur où on n'a pas d'application mobile. Voilà, je remonte des éléments et je dis voilà le concurrent lui il répond, il a ça. Ça ce truc-là c'est vraiment top. Et là ils me disent merci. Non en général ils sont experts, ils disent c'est prévu et tout. Mais parfois, ils disent c'est prévu et donc c'est là où moi j'interviens, je dis: «OK, mais dans combien de temps?» Et là, si je vois qu'il y a pas de date, je me dis: «OK, ça c'est un potentiel pour l'alliance». S'il me dit, c'est 36 mois, je me dis: «OK, c'est risqué à mon avis, ça va se décaler». C'est pas l'air d'être une priorité pour eux donc voilà, ça m'intéresse et J'ai plutôt puis, entendu ça d'expérience, c'est plutôt tu vas voir le produit, ils disent: «On n'a pas le temps, c'est prévu dans la roadmap, mais on sait pas quand, c'est dans le backlog». Mais exactement, mais rendez-vous dans c'est reviens me ça, voir le quarter prochain, quoi. Et tu fais que revenir quarter en quarter. c'est exactement ça. Donc moi je crée l'urgence, enfin je la crée pas en fait, je la souligne, je la révèle parce que l'urgence elle existe, c'est le marché qui bouge et donc je révèle. Donc ça, c'est important de chiffrer donc tous les calls que j'ai pu avoir au préalable sur le terrain, en tout cas avec les gens customer facing, bah voilà, ça alimente mes données et j'ai une liste en fait. Je peux avoir une liste de clients qu'on a perdus ou de deals qu'on a ratés à cause de ça. Et donc ça vient donner de la force à la demande et ça crée l'urgence, ça la souligne et donc ça peut, parfois faire bouger les lignes de la R&D qui se dit: «OK, on va prioriser ce sujet, on va l'accélérer». Ou alors moi, je viens ensuite après, tout naïvement et je dis: «Bah, OK, si c'est dans 24 mois, 36 mois, je trouve que c'est très, très long. Bah, moi, je vous propose de qu'on crée une alliance». Bon, qu'est-ce que c'est? Et cetera. Donc parfois, ils connaissent pas. Donc là où je suis arrivé, ils connaissent pas trop. Ils sont plutôt, en tout cas, l'équipe Shine qui a été rachetée par Cegid, ils ont plutôt une logique, c'est une fintech, hein, donc ils sont assez, récents. Donc eux, ils ont plutôt une logique, build. Je développe à fond et on développe très vite. En plus, on est augmenté par l'IA, donc on va vite, donc on peut tout faire. Et c'est pas parce que tu peux tout faire que tu as le temps de tout faire. Donc on en revient toujours à un goulot d'étranglement et donc quoi qu'il arrive, je leur propose une solution. Je leur dis: «Voilà, ça peut-être que c'est peut-être pas urgent. Moi, je peux le faire au travers d'une alliance». Exactement comme tu évoquais, Pennylen l'a fait avec Swan. Ils avaient besoin de l'embedded finance. C'est urgent. Donc en fait, ils ont décidé de le sous-traiter puisque de devenir, hem, heu, une société de voilà de paiement, voilà, ça prend du temps. Devenir une banque, avoir un agrément, ça prend beaucoup de temps, donc ils sont passés par une alliance, en marque blanche. Donc moi, c'est ce que je propose. Et ça, du coup, après, du coup, avoir validé avec le produit, donc tu vas voir, j'imagine, du coup, les différentes, entreprises que tu as ciblées. Ouais, je fais Tu ma les longue contactes, liste. Ouais, je fais une longue liste, j'ai tout. Genre, j'essaie d'en avoir le maximum, ce qu'il y a sur le marché et après je fais une shortlist pour ne garder que, les 3 meilleurs ou 2 meilleurs et même. tu shortes comment? Du coup, c'est quoi tes critères? Et bah, alors soit je dois beaucoup orchestrer, hein, donc je fais intervenir soit des chefs de marché, ou de produits qui m'aident parce qu'eux, ils ont la connaissance précise de ce qui manque dans le produit, les chefs de marché. Tu sais, les chefs de marché, ils demandent au product de réaliser ce dont ils ont besoin et le product lui dit: «Bah, j'ai pas le temps» C'est ou, c'est quoi des c'est quoi des chefs de marché pour les c'est quoi chefs de ça en fait? marché, ce sont des responsables de l'offre qui sont plutôt en face du commerce et qui ensuite vont centraliser, les demandes du commerce, les analyses du marché. C'est eux qui sentent le marché, qui se disent: «Voilà, notre produit doit évoluer dans telle direction» et ensuite le product, bah, réalise.
Il te dit si c'est possible avec la R&D, il te dit: «Voilà, ce que tu demandes, c'est possible. Nous, on est en phase et on va le faire en tant de temps et de telle manière». Mais le chef de marché, lui, bah, c'est lui qui prend le pouls. C'est souvent ceux que tu vois dans des events, dans des salons, qui prennent la parole sur, tu vois, sur des sujets, voilà, c'est beaucoup la RFE, mais des sujets RH, c'est souvent en fait c'est celui qui représente la ligne de produit. OK, très Et clair. donc il a Donc là, du coup, tu as ta shortlist. Donc là, tu contactes ton top 3 et avec l'idée de tu viens présenter directement quelque chose en disant: «Voilà, je représente Cégide. J'ai, aujourd'hui un manque du coup sur ces features. Il se trouve que vous êtes les meilleurs là-dessus. Est-ce qu'on peut se parler d'un partenariat?» C'est ça? Oui, globalement c'est ça, mais je le fais, en fait, je fais d'abord mon bench, moi-même, c'est-à-dire je regarde un peu l'historique de l'entreprise depuis quand elle a été créée, son nombre de clients, sa donnée financière. Je fais un crédit check avec la finance, heu, parce qu'il s'agit pas en fait de faire une alliance avec quelqu'un qui peut mettre la clé sous la porte au bout de 6 mois, donc j'aurais mobilisé, beaucoup de services pour rien. D'abord je fais ma propre analyse avec, voilà, une pondération des critères selon en fait ce que moi je vois en interne. Par exemple, je me souviens chez Sage, il y avait un critère qui était fort, c'est que, le support devait être fait en français. Ça paraît, peut-être, un détail, mais en fait, si du coup notre support est pas à l'aise à parler en anglais, bah, ça je dois le savoir pour que les équipes support et donc ça avait créé un ISV que j'avais stoppé, pour le coup que j'avais hérité. Et il y avait vraiment un gros problème, un gros dysfonctionnement sur le sur les échanges au niveau du produit et au niveau du support parce que tout était en anglais. Et en fait, dans l'émotion, quand il y a un ticket qui est créé, qu'il y a une solution qui est en prod et qui fonctionne pas, et qu'en fait l'interlocuteur il est anglais, bah, ça passait pas en fait. On avait trop de problèmes. Donc ça peut être selon en fait le les services avec lesquels je travaille, je vois un petit peu comment ils fonctionnent. Je me dis: «Bah tiens, ça c'est un critère fort». Si je vois que les gars ils ont, du support qui est en Inde et qui est en anglais, bon bah voilà, ça pour moi ça va être un red flag, voilà, ça va être compliqué. Hem OK, c'est intéressant. Donc, tu vois, il y a pas de méthode toute pure, c'est vraiment toute, faite, toute scolaire, prête à l'emploi. C'est vraiment une écoute de ton service, comment il peut mieux fonctionner. Parce qu'encore une fois, moi, je me positionne en solution. J'apporte une solution. Donc il faut que ma solution, mes clients, c'est mon interne au début. Mes clients, c'est vraiment, l'équipe product, l'équipe support, voilà, c'est vraiment mon interne, je dois les convaincre. Donc voilà, faut et Donc en chaque fait, il faut que service est mon client. tu dressé en fait des critères qui fassent en sorte que ce soit un succès, enfin que ce soit un succès du sur les clients que vous allez adresser, si vous avez les mêmes clients ou pas. Il faut que ce soit un succès sur la culture, j'ai l'impression, de ce que tu dis. Donc, Mmh. il faut que le support parle français comme c'est le cas du coup, chez Cegid. En même temps, il faut que ça respecte exactement du coup les features pour valider du coup avec le produit. OK, ouais, c'est super clair là-dessus. Et ensuite, comment ça se passe? Donc ce qu'on disait, c'est que tu vas discuter avec eux, qu'est-ce que tu leur pitches, comment est-ce que tu vas les voir? C'est quoi ta méthode sur toute Donc la phase du coup les d'acquisition? alors les ISV, bah, moi je reconnais que c'est un peu facile, hein, quand tu t'appelles, voilà, parce que tu as un nom qui est connu, Sage, Cegid, bientôt Shine, j'espère. Voilà, ils sont plutôt connus sur les micros, mais ils vont être très connus là dans les prochains mois. Hem, Bah, c'est un peu plus facile parce que voilà, tu es visible, donc la prospection est assez facile. Tu peux facilement, voilà, t'adresser, à d'autres éditeurs. Et donc c'est assez naturel, hein. Eux, leur volonté, je te le disais au début, c'est de distribuer à fond, de vendre. Ils sont dans une logique de croissance forte. Ils veulent conquérir des parts de marché. Donc ils sont moins regardants aussi, je dois le dire quand même, sur tout ce qui est pilotage financier, c'est-à-dire, voilà, la marge exacte, voilà. Eux, ils ont pas les mêmes problématiques. Tu vois, un vieil éditeur, il fait attention à sa marge, à son EBITDA. Et une société qui est en pure croissance, bah, elle dépense plus. Mais elle veut acquérir des parts de marché et après elle va rationaliser, elle va augmenter ses prix, elle va se calmer sur l'acquisition. Et donc moi, entre guillemets, je surfe sur la volonté d'acquisition, de cet ISV qui veut acquérir des parts de marché. Mais évidemment, ils sont pas fous, hein, on négocie les marges, on négocie les montants. Et puis donc eux, ils sont très intéressés parce qu'ils se disent, en fait, moi, ce que je leur propose, je leur propose d'être accrochés à un produit qui se vend continuellement. Nos ERP, nos GESCOM, nos comptas, ils se vendent non-stop. On a des équipes de sales.
nombreuses, qui font du call toute la journée et ce que fait pas forcément un éditeur de plus petite taille. Mais nous, tous les jours, il y a des solutions qui se vendent. Et donc là, moi, je leur propose d'être accrochés à ces ventes. Et ça, du coup, OK, super clair. Et ça, du coup, généralement, la marque est mise en avant? Ou est-ce que c'est quoi? C'est de la marque blanche, c'est de la marque grise? Comment est-ce que vous vendez de manière packagée, du coup? Ici, je dirais, en fait, 3 stratégies. J'ai ma première stratégie, on n'en a pas trop parlé, mais c'est la stratégie, d'affiliation. Donc le besoin, il est pas, énorme, c'est-à-dire je vais pas, faire des volumes de chiffres ultra importants, mais c'est quand même cool de l'avoir, cette features-là. Donc je fais un contrat d'affiliation et j'en ai besoin pour gagner mes deals. Voilà, c'est un plus. Donc là, je fais un contrat d'affiliation. Moi, je facture pas, c'est l'ISV qui me renvoie des fees sur chaque deal avec, voilà, bah, ça suppose de créer des liens, d'affiliation avec le CRM. Voilà, c'est des choses qu'on peut faire dans HubSpot pour ceux qui ça intéresse, ça se paramètre. Et ça, Créer du lien généralement, d'affiliation, l'affiliation, généralement, en termes de pourcentage de commission, je veux dire de marché, c'est quoi? Généralement, en moyenne, pour suivre une échelle? 15. Ouais, Moi, je 15. demande au moins 15 sur l'abonnement. Et le mieux, c'est de négocier sur l'abonnement, c'est-à-dire en récurrent. Parce qu'encore une fois, c'est ce qui intéresse même toutes les entreprises, tous les éditeurs, en gros ou petits, c'est le récurrent. Donc en fait, le one shot n'intéresse personne. On est même prêt à refuser des contrats parce que c'est du one shot. Parce qu'en fait, c'est pas Ah, même que valorisé vous tout avez un simplement. vrai besoin, du coup? Vous avez un vrai besoin et vous êtes prêt à refuser si Bah, l'éditeur en face est en mode: «OK, c'est que du one shot». c'est pas qu'on va refuser, c'est qu'on va trouver une solution pour faire en récurrent. Du coup, on va baisser, à la limite, le fees. Mais il faut que ce soit moi, j'ai besoin quoi qu'il arrive, j'ai besoin que ce soit du récurrent pour intéresser les services en interne. Ça n'intéresse Généralement, personne combien de parce temps? que, bah, toute la durée de vie du contrat, chez le client. Donc le client, tant que tu vois, tant qu'il ne churne pas, tant qu'il est en et bah, donc l'ISV, renvoie, un fees. Mais attention sur la vente initiale. Bah, ça, c'est voilà, c'est des précaux qu'on prend, enfin que l'ISV prend. Moi, je serais très content que ça upsell et d'augmenter mon panier, mais donc bah, ça fait partie des différentes négociations. Soit ça peut être sur, voilà, tout le produit, même s'il vit plus et qu'il augmente, ou soit c'est sur la vente initiale. OK, très clair. Donc ça, c'était genre OK, donc Ça, c'est le premier il y a une niveau, demande c'est, assez faible. l'entrée. Ouais, OK, ça, c'est le point d'entrée, du coup, c'est affiliation. Vous avez un besoin pour closer, mais en fait, finalement, au niveau produit, vous n'avez pas un besoin d'intégration, vous n'avez pas un besoin fort. OK, donc point d'entrée. Deuxième, c'est quoi? C'est quoi ton modèle? Deuxième, mon deuxième niveau de partenariat, c'est, le resell. Donc j'achète, je revends. Donc là, ça rejoint tout ce que je t'ai dit précédemment. C'est-à-dire que c'est moi qui facture, l'éditeur qui facture. Donc j'achète, je revends et j'achète une features d'un ISV. J'essaie de l'encapsuler autant que je peux, mais j'y consacre pas beaucoup de développement, de R&D. Ça doit être le plus léger possible en coût. Mais je me connecte avec, j'essaie de faire en sorte qu'il y ait un mot de passe commun avec mon appli. J'essaie en sorte de faire que j'ai une tuile dans mon appli qui permette d'avoir un raccourci vers cette features. Tu vois? J'ai mon tableau de bord, par exemple, de compta, et puis j'ai des tuiles d'ISV qui me permettent d'accéder à une BI, d'accéder à mes banques, d'accéder à plein de choses. Voilà, mais je mets mon petit raccourci de tuile. Donc ça, c'est un petit dev dans les produits. Donc je dois avoir ça avec les équipes R&D. Puis on me rajoute ces petites passerelles. C'est quoi? C'est comme, de ce que je comprends, en fait, c'est soit vous avez une marketplace directement et ils peuvent, et donc le client final peut directement choisir c'est le partenaire, Ouais, ou alors ce que tu t'appelles tuile, c'est quoi? C'est une bannière lorsqu'il veut une ouais, utilisation pardon. particulière et là, T'as la c'est vue. OK, clique, inscris-toi, mais en fait, il y a pas Ouais, de connexion. C'est plutôt en fait, tu mets un lien directement dans ton soft, mais vous avez pas d'intégration, à savoir ça déclenche directement des actions, dans ah, ça peut. Si l'ISV est super autonome et qu'il arrive à le faire, et que ça peut, c'est le mieux. C'est évidemment ce qu'on préconise de faire. Donc c'est ce qu'on fait souvent. Donc la tuile, c'est dans le produit. Donc c'est une marketplace in product, ou soit c'est sur le dashboard du produit. Tu as voilà ce raccourci vers la features, ou soit tu parlais de marketplace. Ça c'est vraiment au tout début quand t'es pas. En fait, le client, tu l'adresses soit quand il utilise son produit, donc il voit la nouveauté, ou soit il navigue sur Internet, il voit que dans la marketplace des produits de l'éditeur pour lequel il a une solution,
bah, il y a telle et telle solution qui sont compatibles, connectées. Donc il fait son marché voilà par 2 entrées, à l'intérieur du produit ou à l'extérieur sur le web, Sur la page voilà, partenaire. ouais, sur la page partenaire. Le mieux quand même, c'est d'être dans le produit parce que là, ça donne le sentiment. En fait, le parcours client est beaucoup plus fort. Le client, il est dans sa gestion commerciale, par exemple, et puis il veut avoir une visualisation de ses interventions. Il veut avoir voilà des choses assez précises. Et donc, il voit qu'il y a des modules additionnels qui peuvent s'ajouter, qui répondent à ces thématiques. Et donc là, du coup, il est vraiment en situation de travail, de métier, et il a des réponses dans son outil. Donc ça, pour moi, c'est bien mieux pour intégrer le marché, Et ça, pour du coup, en déployer resell, l'ISV. pareil, c'est quoi le, Donc c'est quoi resell, l'ISV, il est le, visible. Il n'est pas en marque ouais, il est blanche. visible. Ouais. Ok. Donc donc souvent, on va faire powered by ou by nanani, le nom de l'ISV. Tu vois, on met son petit nom en dessous. Et ça, pareil, Propulsé du coup, par machin. en termes d'ordre de marché, du coup, sur les royalties, tu tournes autour de combien à peu près en termes d'échelle? Je sais pas si je peux pas trop je te donne une fourchette parce que tout dépend. Et puis, j'ai pas Ouais, envie non, qu'on mais m'appelle après. Non, non, mais ouais, je ouais, bien plaisante. sûr. Non, non, mais en C'est, fait, c'est c'est- simple. Dans l'industrie avant, en tout cas de ce que je connaissais il y a plus de 10 ans, un ISV, tu pouvais négocier. Mais encore une fois, tout dépend des perspectives parce que nous, côté éditeur, on s'engage en fait. On s'engage sur des volumes de vente, on s'engage sur des actions commerciales. En fait, faut voir que, comme je te le disais, le haut champ du software, c'est pas des blagues. Je vais le dire un peu en rigolant, mais tu as tous les commerciaux qui vendent, tu fais de la pub, tu fais la prospection, des webinars, des salons, et tu affiches en fait la feature DSV, donc c'est fort. Donc en fait, il y a, quand on était, voilà, il y a plusieurs années, les contrats montaient jusqu'à 70%. Tu prends 70% de la valeur de ce que fait l'ISV, c'est pour toi. Et l'ISV à 30%. ce qui après fait aussi sens parce que ce que tu inclus dedans, en fait, il faut un peu comprendre que c'est comme si tu déportais, bon, en fait, c'est complètement ça. Tu déportes à un tiers, du coup, un tiers en disant, tu déportes à un tiers, en fait, toute ta structure de boîte en disant, en fait, il va y avoir de la vente, enfin, il y a des sales à payer, il y a du marketing à payer, il y a des investissements com à payer. Et donc, finalement, tu te dis, bah, en fait, là, tes 30% que tu récupères, c'est de la marge, c'est plutôt de la marge quasiment nette, en fait. Oui, oui, totalement. Bah après, il a, c'est voilà, c'est coûts aussi d'infra, de serveur, tout ça. Mais non, non, mais c'est exactement ça. Et en fait, moi, je suis toujours, de toute façon, assez transparent. En fait, tu me parlais, tu me disais comment je fais, comment j'aborde. En fait, évidemment que la question, en fait, ils nous voient comme des acheteurs. Tu sais, un peu de, j'évoquais la grande distribution, mais le parallèle, il est quand même assez bon puisque moi, je me présente comme un, voilà, je distribue, je vais faire en sorte que l'ISV, il va grandir. Et donc, en fait, le calcul est assez simple. C'est-à-dire, selon la marge que tu prends, l'éditeur, bah, il te propose quoi comme ambition de volume? Si tu vois, tu lui prends la moitié de sa marge, mais que tu lui fais x4 sur son volume, Ah, s'il y gagne, il y gagne. le calcul commence à être intéressant. Voilà, c'est tout simplement ça le calcul qui est fait. Et donc, en fait, c'est pour ça que c'est très important de commencer tout de suite, très rapidement, à parler pénétration marché, volume de vente, et puis rythmer ça sur plusieurs quarters pour se dire, voilà, on va faire cette alliance et on se donne quoi comme ambition. Et donc Ok. parfois, tu peux même fixer voilà des objectifs, un peu Ok, c'est clair. Et, attends, comme dans le et, monde et, de la distrib, encore une fois. et le troisième, Et donc, ben le que troisième, tu évoquais. donc je redis, donc j'ai l'affiliation, là je référence les SV. Après, je le revends, c'est-à-dire qu'il est revendu par mes équipes. Je le facture, je fais le support niveau 1. C'est presque comme un produit à moi, mais il est visible. Et parfois, c'est bien qu'il soit visible parce que ça peut être une marque connue. Du coup, ça donne du crédit, ça hisse ma marque à moi. Tu vois, ça la rend plus moderne ou ça fait une alliance. Tu peux miser sur l'effet de notoriété des deux produits. Tu vois, Use avec Sedge, par exemple, c'est deux marques connues. Donc, Use est visible. Et après, le troisième niveau, c'est l'OEM. Là, c'est l'embedded. C'est vraiment, j'embarque la solution dans mon produit. Je lui donne pas son nom est inconnu de tout le monde. Donc, je reprends l'exemple parce que maintenant tout le monde le connaît, mais de Penny Lane avec Swan. Le client, nous on connaît, on parle de ça entre nous, voilà, des éditeurs, des revendeurs. On sait que c'est Swan derrière.
mais le client, il sait absolument pas que c'est Swan. Il a un compte pro et puis d'ailleurs, il s'en fiche, c'est même pas son sujet. Donc ça, c'est de la marque blanche. J'embarque totalement, sans communiquer. Le nom de l'ISV ne m'intéresse pas, ne m'aide pas à vendre plus. Ce que je veux, c'est sa techno, sa fiabilité de techno, voilà, et c'est tout. Et son intégration parfaite. Et le fait qu'il me procure quelque chose que moi, je suis pas capable de faire rapidement et qui vient vraiment upgrader mon produit. Et donc là, Donc ça, t'es c'est sur les beaucoup mêmes, plus lourd comme et là, du partenariat. coup, ouais, bien sûr. Et là, du coup, t'es sur aussi les mêmes standards que le resell, j'imagine. Donc, c'est du 70% ou c'est plus ou c'est moins. Genre, comment est-ce que vous vous positionnez là-dessus? Non, bah, alors sur le resell, je dis 70, mais c'est le plus haut, hein. Ça peut aller jusqu'à après 50. En fait, tout dépend, encore une fois, du volume qu'on va chercher, de l'implication de l'ISV, de s'il fait le connecteur. Après, j'ai plein de degrés de négociation ou tous les cas d'arrangement, c'est-à-dire que qui fait le support, à quel niveau, comment ils sont embarqués avec nous, est-ce qu'ils nous mettent à disposition des avant-ventes pour nous aider. Il y a plein de choses qui peuvent influencer sur le niveau. En tous les cas, ça c'est un préalable, j'aurais dû le dire au tout début. C'est au niveau de la finance, avant de faire un partenariat. Et quelle est la priorité? Si je l'ai un peu dit, mais de voir les différents services, mais au niveau de la finance, de voir en fait à quel niveau de marge ils sont prêts à aller en contrepartie de garder des clients ou d'en acquérir d'autres ou d'augmenter les paniers moyens. Il faut un peu sentir voilà la ligne rouge, tu vois. On peut pas, on va pas faire une marge trop faible juste pour le garder des clients parce que pour le plaisir de les garder alors qu'ils vont finir par nous coûter. Donc voilà, il faut voilà, faut connaître les les objectifs de la Aux enjeux? finance. Ouais, bien sûr. Et ça, du Moi, coup, je c'est dis là, donc on n'a toujours pas. un truc. Attends, je te le dis parce qu'après ça va m'échapper, mais c'est vrai que j'ai toujours dit, ça c'était un reste que j'ai d'IBM, qui est un peu brutal, qui fait un peu qui fait un peu, qui est un peu trop cash quoi. Mais je demande souvent à la personne comment t'es payé. T'es payé sur quoi? Et donc tu vois, Pour comprendre, du coup, les objectifs de la personne en face? oui, pour pouvoir me mettre dans ses chaussures et me dire ok son intérêt c'est ça. Donc la finance, lui, il va me dire la finance souvent elle est bicéphale. Tu as une finance qui s'occupe des coûts et tu as une finance qui s'occupe plutôt de la vente, du chiffre d'affaires. Et donc, ils ont pas forcément les mêmes enjeux, donc faut discuter avec la personne au-dessus. Et donc, faut voir en fait combien. Donc, tu en as un, lui, il va limiter ses coûts. Donc, moi, l'ISV, je suis un coût puisque je dois acheter. Donc, il va me dire, ouais, tu comptes en vendre combien? Je compte en vendre 1000 unités par an. Ça fait combien? Du coup, tu vas acheter combien? Ah bah, 100 000 euros. Ouais, moi, c'est trop. Et la marge, ça fait combien? Et donc voilà. Et donc moi, je pose toujours la question plus ou moins finement, mais in fine, c'est ça que je veux savoir, c'est que la personne avec qui je parle, comment elle est payée? Sur quoi? Est-ce qu'elle a un variable, une incentive, quelque chose qui la motive, que je peux rejoindre? Mais ça peut être juste des OKR, hein, tu sais, des objectifs, qui résultent, voilà, des indicateurs de performance, des KPI internes sur lesquels il est mesuré tout simplement à titre individuel ou au niveau de son service. Parce qu'en fait, sinon après, parfois, tu peux faire fausse route et au bout de 3 mois ou 4 mois de négo, on te dit: «Ah ben non, mais en fait, tu fou, on n'allait jamais faire ça, ça va contre, notre feuille de route ou contre nos ambitions». D'entrée de jeu, je demande, voilà, comment t'es. Première fois, ça fait un peu bizarre, mais je me Ouais, mais au demande moins, de c'est manière un peu clair. détournée. Au moins, tu Bah sais, oui, du sinon coup, on se raconte pas les attentes, en d'histoire. fait, de chacun, comment est-ce que tu peux avancer, comment tu vas le servir et enfin, tu t'en crées un champion, du coup, pour avancer. OK, c'est très clair sur la partie acquisition, enfin, acquisition négo et on va plutôt sur, entre guillemets, «l'onboarding/kick-off» pour, obtenir, du coup, les premiers deals. Comment ça se passe? Que là, tu dois arriver à en fonction, du coup, du niveau, il va falloir former, du coup, les sales, créer un plan, négocier auprès du marketing. Comment t'orchestres du coup tout ça, de manière, enfin, déjà en structurant du coup un plan, j'imagine, avec des étapes et 2 comment est-ce que tu le rends opérationnel? Est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce qu'il y a des calls? Comment? Alors parle-nous de toute cette phase jusqu'à obtenir du coup le premier Bah, deal. alors il y a tout l'interne. Donc moi, pour le coup, dans les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il y a beaucoup de services. Ah, il y a des services qui existent. Là où j'ai moins de chance, c'est qu'en fait, je leur ajoute du travail. Parce que je leur dis: «Voilà, il y a les produits que vous connaissez, il faut les vendre». Et coucou, il y a un nouveau produit. Il arrive ni du produit ni de personne. Il arrive de l'équipe Alliance et il faut le vendre. Donc là, souvent, c'est là où ça coince. Donc
souvent eu besoin de batailler, de trouver des sponsors en interne. Au niveau commerce notamment, pour influencer, parce que tout le monde a des roadmaps, la roadmap du marketing et de se dire: «Bah, voilà, nous, on doit prendre ce service-là, ce nouveau produit, on doit le packager, créer des fiches produits, le marketer, créer des decks, des slides, organiser des webinars», tout ça et donc en fait, moi, mon but, c'est de rentrer dans la roue du circuit classique. Je peux pas tout seul avec mon équipe, donc on le fait, mais j'essaie de le faire le moins possible parce que ça marche quand toute l'entreprise quand c'est un projet d'entreprise, quand ça rentre dans le circuit classique et là, ça cartonne. Donc quand le service de communication et marketing, ils prennent le sujet ISV comme si c'était, tu vois, un peu comme, tu vois, c'est la suite dans la chaîne industrielle, quoi. La pièce, elle a été confectionnée, puis maintenant, voilà, faut mettre l'emballage, le prix, tout. Brrr, ça arrive sur le tapis roulant au prochain service. Et là, c'est fait, ils ont tous leurs automatismes. Et donc moi, j'arrive au milieu de la chaîne et je pose mon produit et voilà, et je fais en sorte il soit pris en charge par les équipes. Donc bon, bah ça, en fait, ça dépend d'une impulsion de la direction. C'est à un moment donné la direction qui va dire voilà, ça, c'est obligatoire, c'est une priorité. Donc, bah, vous trouvez du temps, pour adresser ce sujet et ou alors je rejoins, l'objectif, d'une équipe, par exemple, voilà, des équipes marketing qui ont pour but aussi de réduire le churn, par exemple. Donc eux, ils vont y trouver un moyen aussi de servir leurs objectifs. En tout cas, je dois parler avec eux pour qu'ils intègrent le travail que je leur demande de faire et que je leur prépare pour qu'après le go to market, après donc go to market, c'est, le fait d'aller sur le marché avec, tous les éléments, hein, de communication, que ce soit, réseaux sociaux, mais que ce soit aussi, d'adresser la base installée, donc base et puis, nouveaux prospects, former, former les commerciaux sédentaires, terrain et puis après former les revendeurs, donc former les commerciaux qui s'occupent des revendeurs. Donc il y a tout ça orchestré. Donc heureusement, je suis pas tout seul. J'ai la chance de m'appuyer, sur après des équipes qui prennent le relais. Mais moi, je leur fournis la matière première, et les grandes directions, les grands jalons. OK, donc ça, en fait, tu fixes finalement les objectifs qui ont été réalisés. Enfin, les objectifs qui ont été fixés, tu les fixes du coup par équipe pour pouvoir t'aider à se dire, bon, bah, quand tu vas voir les sales et tu leur dis, bah, en fait, il faut vendre. Bah, en fait, il faut vendre parce que tu as un objectif de vendre, X licences, du partenaire, qui aura un impact du coup sur son variable, de ce que je comprends, c'est ça? Ouais, exactement. Moi, ça va arriver comme voilà une solution. Un commercial, en principe, hein, il est content d'avoir un module supplémentaire à vendre. Donc lui, de toute façon, et lui, ça va lui permettre de réaliser ses objectifs parce que souvent, moi, j'arrive en plus. On peut pas. Ça aussi, c'est important. Donc même si on fait des simulations budgétaires, etc. C'est-à-dire, on peut pas présager de combien on va faire. On peut pas, avec une alliance, en tout cas les premières années, dire à un commercial, tu vas devoir faire tant de modules ISV. Non, parce que c'est pas produit propre pour lequel en fait le commercial a été formé et il vend. Il va monter en compétence au fur et à mesure. Mais en même temps, on maîtrise pas tout. C'est pas notre produit à nous. Donc c'est la cerise sur le gâteau. C'est ce qui lui permet de gagner un deal ou de rajouter du revenu. Moi, j'ai des commerciaux, bah, ils rajoutaient facilement 25 de leur chiffre, ils le faisaient, avec des ISV. Donc, hyper contents, quoi. Et ils appelaient tous leurs clients et ils rajoutaient, ils faisaient du cross-sell. Bam, 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 ils équipaient en masse. Et donc ça marche bien. Donc il y en a qui comprennent, qui se disent: «Voilà, ça c'est une opportunité» et puis il y en a d'autres, ils se disent: «Non, non, moi je reste sur ce que je connais, c'est compliqué d'apprendre encore une autre thématique». Tu vois, genre le recouvrement des créances. C'est un domaine à part qui peut paraître un peu obscur, qui était très bien fait dans les modules, de compta, Sage, mais qui pouvait être mieux fait avec d'autres solutions. Mais du coup, quand deviens à tu retrouves à parler d'un module précisément, bah, du coup, faut être plus précis, ça demande plus de travail, plus de connaissances sur ce truc très précis. Parce qu'après tu parles à quelqu'un qui gère, le recouvrement, qui gère le DSO. Donc qui vraiment c'est son métier, il fait que ça, il fait pas de la compta et tout, il fait du recouvrement. Donc là, il faut être, pointu. Donc ça demande aussi un surplus de travail des commerciaux, de s'approprier le module qu'on ajoute. Donc ça doit OK, être ouais, très accompagné clair. avec des équipes de coachs. Donc dans mes équipes, on fait ce qu'on appelle, c'est moche comme mot, mais de l'enablement, tu vois? De la formation éducative quoi, je dirais, pour les sensibiliser sur, les grandes thématiques, la valeur de l'ISV et cetera. Moi, je suis vraiment une sorte de VRP.
Je passe mon temps à parler et à vanter les mérites des solutions, pour lesquelles je ne suis pas embauché. Et ce qui me permet de pouvoir embrayer du coup sur la dernière partie, c'est on pour comprendre comment ça marche du coup et surtout, gagner les combats en interne. Tu m'avais dit, en fait, les vraies batailles, donc c'est pas vraiment avec le partenaire, mais c'est en interne du coup. C'est quoi le mur, comment est-ce que enfin, c'est quoi le mur en interne et comment tu résous ces conflits internes? Bah, le mur en interne, c'est qu'on n'a jamais fait ça déjà, j'entends pas mal. C'est en fait, créer du changement et créer l'urgence et je te le disais, je rajoute du travail aux autres, puisque tout le monde a déjà sa roadmap. Donc moi, je rajoute un produit qu'il va falloir vendre, qu'il va falloir, intégrer, organiser, définir un prix, délivrer, assurer le support, donc c'est un travail considérable pour tout le monde. Donc c'est ça mon mur en fait, c'est donc l'impulsion, elle doit venir de la direction. Donc mon mur, je passe par-dessus grâce à la direction qui va dire: «OK, ça c'est obligatoire. Ça fait partie d'un plan de conquête de tel marché, de lutte anti-résiliation, d'occupation de ce marché pour pas que, tel éditeur nous le prenne», parce qu'après il y a un effet domino. Si tel éditeur prend ce marché-là, nous, ça va entraîner des résiliations sur tel autre module. Il y a pas mal, voilà, d'enjeux stratégiques qui se posent, mais en tous les cas, je peux pas m'en sortir si j'ai pas une impulsion de la direction qui dit: «OK les gars, maintenant on va là-dedans. On va dans cette direction, on fait une alliance sur telle et telle thématique pour telle et telle raison qu'on a définie, au préalable». Et ça, du coup, C'est tu obligatoire. tu la direction, tu allé les voir avec, tes critères de tiering, d'une part, pour dire pourquoi, en fait, on les a choisis, avec, ton BP qui dit: «Bah, voilà, du coup, le marché, après tu t'ajoutes à ça, du coup, les négociations avec les commissions, donc en disant: «Voici, du coup, la taille, du marché, en fait, du partenaire et de chez nous. Voici, du coup, ce qu'on va gagner». Donc eux, ils y voient, du coup, le potentiel, donc c'est comme ça que j'imagine que tu vas valider ça et eux, du coup, en contrepartie, donc ce que tu disais tout à l'heure, ils vont insérer les objectifs directement chez les commerciaux. Ils vont, de ce que je comprends, communiquer auprès d'eux, partager du coup les objectifs pour arriver à faire descendre du coup le partenariat. Est-ce que j'ai bien Exactement. résumé? Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. C'est pas évident à rendre compte, hein, et à illustrer comme ça, sur un échange, mais oui, c'est On ça. fait au mieux. Et puis encore une fois, c'est pas, c'est une méthode moi que c'est itératif, hein, je m'appuie en fait sur les gens, enfin sur comment ils fonctionnent et en fait, je me rends compte que, chez IBM aussi, j'avais pratiqué ça. C'est des méthodes, tout est différent en fait. Enfin, chaque culture d'entreprise est différente, chaque service a ses obligations à un moment donné, de sa vie. Donc, en fait, c'est amené à évoluer tout le temps. Mais en tous les cas, moi, ce que j'avais mis en place, chez Sage, c'était, voilà, plus de règles, plus de process et ce que je ne voulais pas, c'était des partenariats, en fait, qui étaient faits à mon sens. Je rappelle, hein, aussi pour, ce podcast, tous ceux qui nous écoutent, que moi, tout ce que je dis, c'est en mon nom propre. Voilà, ce sont mes opinions personnelles. Je n'engage Ouais, en bien aucun sûr. moment, voilà, les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé et donc je veux dire que, je veux dire par là que attends, qu'est-ce que tu es en train de dire? Du coup, ça m'a fait je me suis senti, devoir être prudent. On parle de toute la descente avec Ouais, objectif, et cetera. Donc, l'aide, du codir et codir exécutif, et cetera, ouais, qui vont toi t'aider, à pousser du coup à la fois les objectifs, la vision du coup du partenariat en interne pour que la culture puisse jaillir et que toi ça te permette d'aller, aller, avec ton bâton de pèlerin, voir les sales, marketing, et cetera, pour commencer à tout orchestrer. ouais, non, mais voilà, c'est exactement ça. Donc c'est beaucoup d'orchestration, je peux pas le faire tout seul. Ouais, donc tu bénéficies du coup tu bénéficies, c'est pour ça que c'est important d'avoir, les C-level, ou en tout cas du coup, Oui, la direction qui est engagée et ça t'est déjà arrivé d'avoir des gros sujets, par exemple, tu t'as fait passer du coup un partenaire, mais il y a un blocage interne. Comment est-ce que tu enfin, est-ce que ouais. c'était déjà arrivé? Oui, et comment est-ce que tu as pu résoudre le conflit, pour redonner du coup une impulsion vers le succès? Ou alors tu me dis en fait c'était un échec. Non, non, c'est déjà arrivé, j'ai déjà eu des no-go sur, des recrutements, d'ISV alors que des alliances, alors que tout était fait. Mais en fait, bah, l'ISV, il était, il était,
En fait, il y a plusieurs ISV qui peuvent faire la même chose et il y a plusieurs segments de produits et du coup, parfois le groupe, il achète un ISV et toi, tu es pas au courant qu'il a acheté un ISV et du coup, il le transforme, voilà, il le repeint, dans sa couleur. Toi, tu arrives en fait avec une solution qui est encore mieux, parce qu'une fois que l'ISV il a été racheté, souvent ce qu'on constate, c'est que tu sais, les acquisitions, c'est pas forcément, on disait que voilà, c'était, pour le dirigeant, c'était bien et cetera. Pour l'ISV, voilà, c'était un succès. C'est quand même un peu un couronnement, toi, tu as été racheté par un gros. En général, tu fais un exit. Sincèrement, c'est quand même un succès. Mais en fait, pour la vie du produit, c'est souvent la fin, en fait, hein. C'est un peu triste. Enfin, je sais pas si je dois le dire, mais en tout cas, on peut tu vois, je pense à Regat de Conto, ça c'est public. Regat qui a été racheté par Conto, excellente solution de pré-comptabilité. Bon, bah, ils l'ont éteinte, alors que c'était une tuerie quoi ce soft. On avait fait un partenariat avec eux et donc en fait, souvent ce que je constate, c'est quand tu rachètes, bah, le produit, voilà, il y a moins d'innovation, moins d'agilité et puis en fait, il est mangé par le groupe et puis après voilà, il périclite et hem et du coup, ça m'est déjà arrivé, voilà, le groupe avait racheté un ISV. J'avais pas trop fait attention. En tous les cas, les features que moi je visais, elles étaient pas comblées, mais elles étaient supposées être comblées par, l'ISV racheté. Sauf qu'il avait pas évolué, sa roadmap, elle s'était stoppée et du coup, moi, je présente, voilà, direction, au groupe et là, on me dit: «Non, c'est mort. Tu vas jamais faire ça, en fait. Sinon tu quittes l'entreprise». On m'a dit, voilà, on m'a dit: «Si tu fais ça, tu quittes l'entreprise». Parce qu'en fait, ça mettait en doute une acquisition, préalable et ça soulignait qu'en fait, on avait acheté la mauvaise techno, quoi. On n'avait pas acheté le bon et la cellule de avait fait, la comparaison des différentes solutions et donc en fait, si tu te dis: «Bah, moi, je fais un partenariat avec untel parce qu'en fait, on n'a pas, les solutions en interne», c'est aussi ça qu'il faut faire attention. Bah, tu désavoues le travail des autres qui ont acheté, un soft et en fait, il fait mal le job, quoi. Ouais, mais ça Donc résume bien aussi ça le truc, arrive. parce que le meilleur chemin, finalement, c'est faire un partenariat, parce que ça te permet de pouvoir tester la culture, le produit, le travail du coup avec les Exactement, équipes et de voir en fait et de dire bon, ça te donne l'occasion de comme tu as dit en fait, à partir du moment où tu fais un rachat, en fait, c'est là où tu ouvres le capot et tu te rends compte, en fait, de la réalité. Là, c'est un peu pareil, en c'est fait, ça. quand tu fais un partenariat, tu ouvres le capot, tu vois est-ce que ça fonctionne ou pas et au moins tu peux avec un partenariat, c'est juste de manière contractuelle, tu peux facilement débrancher. Donc c'est plutôt les partenariats, c'est un peu l'antichambre. Enfin, comment dire? Plutôt la ouais, je sais pas, l'antichambre, la chambre plutôt ou, le Ouais, c'est sas ça. disons, Ouais, avant un rachat qui permet de pouvoir faire en sorte que le rachat soit un vrai succès, quoi. exactement, de tester aussi, moi je le reconnais aussi, ce qui compte beaucoup, moi, c'est la même si les humains, voilà, passent, les postes passent, je m'attache beaucoup aux relations humaines. L'état d'esprit de la personne, s'il est déjà orienté channel, je sens tout de suite, en fait, quand un ISV, il a pas la culture channel, c'est-à-dire revente. Parce qu'en fait, il va me doubler à un moment donné parce qu'il va vouloir closer des deals plus vite, parce que moi je vais être plus lent puisque je suis un distributeur. Donc nécessairement, j'ai une inertie et si je sens qu'ils ont pas la patience, qu'ils ont, peut-être des investisseurs qui sont trop pressés, de faire du chiffre ou voilà, je vais pas y aller. Donc ça aussi, je me dis, il faut être sur la même philosophie. Faut se donner du temps. Faut se donner du temps de rater aussi et parce qu'en fait, ça se fait pas, tu vois, les premiers chiffres, après, une fois que j'ai lancé l'ISV, bah, il me faut, minimum 6 mois, tu vois, pour générer les premières commandes. Allez, 4 mois max, 4 à 6 mois, quoi, en vraiment en lançant bien le l'offre. Donc Ouais, tout ça ça, c'est quand même long. Donc je c'est fais important de beaucoup de souligner du choses coup en la parallèle. lenteur. Ouais, ouais, l'inertie. Je trouve qu'il y a beaucoup de monde et après est-ce que c'est l'opinion de ceux qui nous écoutent ou pas? En tout cas côté partenariat, j'espère pas, mais je rencontre beaucoup enfin, tu vois, discuter avec beaucoup de personnes qui me disent: «Mais en fait les partenariats, on fait une stratégie, on a un beau deck, en 3 mois on peut commencer à avoir, tu vois, des résultats assez concrets». Ah, je trouve qu'en moyenne, en t'écoutant, c'est déjà un partenariat, bah, ça va prendre peut-être potentiellement, 4-5, 6 mois, tu vois, à se faire. En même temps, il faut attendre 4 mois du coup pour avoir des résultats. Donc en fait, quand tu lances une stratégie, déjà si tu commences à te dire: «OK, il faut qu'on arrive à cibler». Ensuite, il faut qu'on arrive à, tu vois, enfin, déjà on fait notre strat. Ensuite, il faut arriver à identifier. Ensuite, il faut les contacter, partager la proposition de valeur et ça, j'ai plutôt l'impression qu'en termes de temps, bon, je parle plutôt dans le monde du SaaS, mais en fait, on arrive à une stratégie partenariat qui paye, au bout de un an et demi, 1 an et demi à 2 ans, quoi.
Ouais, la vitesse de croisière après pour moi c'est 3 ans, où là ça marche bien et il faut se renouveler, il faut faire vivre aussi le produit donc avec des innovations. Donc ça on relaie, voilà, on relaie, toutes les nouveautés donc faut beaucoup animer et donc tu vois à la fin, chez Sage on faisait, je parle au passé parce que j'y suis plus, mais je pense que ça continue. Une vente sur 5, c'était, une vente ISV sur le segment, small et medium, donc les PME, les ETI. Donc ça marche plutôt bien. C'est vraiment, voilà, c'est une bonne stratégie. Et puis pour moi, en fait, c'est concret parce que souvent on dit partenariat, donc on se tape dans la main, on se fait un contrat, on signe une convention de partenariat et cetera. Mais en fait derrière, pour moi, ça s'exécute que s'il y a du chiffre, qui arrive et tu vois, moi, il y avait un truc que je supportais pas, c'était, ouais, on fait un contrat on fait un referral, un contrat, voilà, quand j'aurai signé, je te donnerai 10. En fait, ces trucs, tu les vois jamais, quoi. Le cycle de vente, il est fait que de telle manière qu'en fait, tu jamais au courant, en plus, au bout de quelques semaines ou mois que le deal est conclu. Donc en fait, pour moi, ça marchait pas, quoi, ces trucs-là Et ça, et en fait, donc ce qui est vraiment important, du coup, c'est ce que tu as cité juste avant. En fait, l'important et ce que tu m'avais partagé, hein, c'est vraiment une obsession, mais c'est l'animation. Aujourd'hui, et ce serait peut-être la question un peu enfin, ce sera la question du coup de clôture, c'est, OK, comment est-ce que tu animes, tes partenaires et ton réseau de partenaires pour être sûr d'obtenir, voilà, comment dire? Suffisamment de valeur auprès de, à la fois tes équipes internes et auprès de tes partenaires? comment je les anime? Bah, enfin donc mes partenaires, mes ISV, tu veux dire? Parce que Ouais, moi, en fait, je animer à les la fois anime du coup pas, c'est eux qui me donnent, c'est eux qui la donnent? valeur, la matière et en fait, c'est moi qui dois redistribuer en interne et au OK, côté commerce. Donc moi, je prends, voilà, la source, je la repackage, on va dire, je la remodèle, je la refais à voilà, à la sauce de l'éditeur et après je la diffuse. Donc on fait des webinars, voilà, on briefe les coachs qui peuvent ensuite, soutenir les coachs commerciaux. Et puis on anime aussi les revendeurs en leur disant: «Ouais, n'oubliez pas», donc je trouve plein d'enquêtes, il y a toujours des enquêtes de Price ou autres sur, les priorités du marché, les priorités du DAF, les priorités du dirigeant. Donc je m'appuie aussi beaucoup là-dessus, sur l'actualité pour, mettre en lumière l'importance de telles features qu'on met en avant. Moi, je regarde beaucoup ça aussi. Tu vois, je parlais tout à l'heure du recouvrement des créances. Là, il y a plein de PME qui doivent rembourser les prêts garantis d'État, qui ont été donnés pendant le covid. Il y a plein de situations de trésorerie qui sont dans le rouge. Bah, du coup, ça, c'est une problématique qui prioritaire pour, tous les dirigeants et donc du coup, on le met en avant. Donc on fait après des kits, d'emailing, de communication à disposition, de nos commerciaux ou de nos revendeurs qui puissent ensuite, et puis de toute façon après le client lui, il sait, c'est son sujet. Ce qui compte, c'est d'arriver au moment où le client, il a cette problématique. C'est ça qu'on essaie de c'est ça qu'on essaye d'atteindre. OK, ouais, très clair. Avant de clôturer, est-ce que tu avais un conseil du coup à partager ou un premier combat, que devrait gagner, un head of partnership qui arrive dans une boîte, où il doit gérer du coup, de l'alliance, où l'alliance du coup n'est pas encore ancrée dans la culture? Ça serait quoi le conseil ou le combat qu'il doit gagner, immédiatement? Le préalable, ça c'est un peu basique, je pense que voilà, c'est un peu, classique, mais trouver des sponsors, des alliés bien placés, voilà, avoir une vision large, éclectique de son environnement et vraiment le seul, enfin l'unique conseil, moi, c'est, chiffrer, du chiffre. Tout ce que tu dis, tu dois le chiffrer. Donc, tu veux faire une alliance avec, un éditeur, donc là on parlait des banques là pour Paynet, bah, tu chiffres en fait. Quelle est la taille du marché à adresser? Et toi, si tu ajoutais la feature que tu vises d'aller ajouter, ça te rajouterait quoi comme revenu au niveau de l'entreprise? Ou alors ça te ferait éviter de perdre combien de clients? Même si c'est au doigt mouillé, en fait, on a besoin en interne pour communiquer, pour, ancrer le sujet, pour le faire avancer, de donner un chiffre. Si tu dis que voilà, en fait, les gens ils vont creuser, voilà, mais OK, tu vas rapporter 50 000 €, ça vaut pas la peine. Alors que si tu es sur plusieurs millions, enfin voilà, ça dépend des industries, des modèles, mais vraiment de chiffrer et puis ça dépend évidemment du chiffre d'affaires de l'entreprise, hein. Mais si tu lui dis: «Voilà, moi je vais te faire décoller de 10%», ça devient intéressant. Mais vraiment, il faut s'attacher à chiffrer dans un premier temps
Et je dis ça parce que moi, il y a des marques qui m'intéressaient vachement, des noms, des fintech, voilà, que je trouve que ça claque et tout. Je me dis: «Voilà, ça va faire un bon attelage de 2 marques et tout». Et en fait, quand tu creuses avec, les responsables marché, marketing et tout, tu te dis: «Mais en fait, non, je vais pas faire beaucoup de pénétration sur ma base. Ce truc-là, il est déjà adressé plus ou moins, donc en fait, je vais pas beaucoup vraiment convertir le client». Et en fait, c'est tu vois, je vais faire un chiffre d'affaires qui est pas ouf, quoi, en interne à communiquer. Donc voilà, j'écarte. Je me dis: «Voilà». Et en plus, il me coûte trop cher parce qu'il me demande trop. Heu, donc tout simplement. Et donc voilà, je j'écarte. Et donc vraiment le premier truc, voilà, seul conseil, c'est chiffrer tout ce qu'on dit. Bon, de toute façon, dans une entreprise, hein, c'est pas pas société à but non lucratif, hein, c'est c'est basique, c'est voilà, combien on rapporte. Et donc vraiment, les alliances, ça n'échappe pas à cette règle du commerce. Raccrocher des chiffres, toujours. Bah, c'est un beau mot de fin, dire chiffrer, prouver les partenariats et aller chercher un sponsor pour, être sûr de pouvoir les déployer dans toute l'entreprise. En tout cas, merci beaucoup Jean-Brieuc, c'était trop cool comme épisode. J'ai bien aimé du coup qu'on descende vraiment tous ces sujets, sur l'alliance et on repart du coup avec une vraie conviction, sur, comment, faire, enfin qu'est-ce que le build by partner et de savoir que du coup, le partenaire n'est que le début finalement, de l'aventure. Et en tout cas, c'était trop cool. Je te remercie. Et puis de toute façon, nous, on se retrouve bientôt parce que tu fais partie aussi des membres du club, Partnership Club. J'ai cette chance. Heu et de cette chance. Et en tout cas, hem, merci à tous ceux qui nous ont écoutés, sur cet épisode. J'espère que vous avez aimé, du coup, le partage d'expérience de JB. Et en tout cas, laissez-nous, un commentaire, et partagez l'épisode autour de vous et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. En tout cas, merci d'avoir écouté Partnership Way et à très vite. Ciao. À très bientôt. Bye bye.